toujours en retard, celle-là. Oui, je sais. Merci. Allez, Welcome to the Apéro Talk. Hello les girls, alors vous allez parler quoi aujourd'hui? Bonjour à tous. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous parler du montage d'un prêt immobilier. On va voir ensemble toutes les étapes du passage chez la banque jusqu'à la signature chez le notaire. On va vous aider à avoir un dossier impeccable. Comme vous avez pu le voir dans notre première vidéo, on a fait plusieurs acquisitions immobilières, donc on vous donnera tous nos tips, tous nos bons conseils pour avoir un dossier irréprochable auprès de votre banque. Allez, let's go. C'est parti. Ah, ça c'est une vidéo pour moi qui souhaite acheter. Du coup, ça se passe comment? Ouais, alors venons se poser sur votre situation avant de commencer. Est-ce que vous êtes en CDI? Est-ce que vous êtes en CDD? Est-ce que vous êtes intérimaire? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Parce qu'en fonction de chaque situation, votre dossier en dépendra. Si vous êtes en CDI, depuis combien de temps? Est-ce que vous avez validé votre période d'essai? Intérimaire, c'est possible, mais il faut que vous ayez une situation stable sur au moins 3 ans où vous enchaînez vos contrats court terme. Tout comme un entrepreneur, c'est la même chose. Exactement. On va demander 3 ans d'activité. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire. Pour un entrepreneur, il vous faut au moins 3 derniers bilans, mais des bilans avec des chiffres solides, comme on l'a dit dans notre précédente vidéo. C'est ça. Et puis au-delà de ça, il y a aussi le fonctionnement du compte à prendre en compte. Vous êtes client de la banque. Est-ce que vos comptes fonctionnent bien? Est-ce que vous êtes régulièrement à découvert? Ou est-ce que vous avez, je sais pas, des retards de prélèvement, des choses comme ça? Oui, parce que qu'on se le dise, le découvert. En fait, vous pouvez utiliser vos découverts, il n'y a pas de souci. Par contre, faites en sorte de rester dans ce découvert. Et surtout, il faut que tous les 30 jours, votre compte repasse en créditeur. Bah oui, mettez-vous à la place du banquier. On vous prête 100 €, vous êtes censé les rendre au bout de 30 jours, et au bout de 2 mois, il y a toujours rien. C'est ça. Donc ça, c'est un problème. Ouais. Après, il y a aussi le fait de, est-ce que vous faites de l'épargne? Est-ce que vous mettez de l'argent de côté? Est-ce qu'on sent que vous êtes un client à qui on peut faire confiance? Parce que on parle de prêter plus de 100 000 € souvent. Donc la banque doit avoir cette sécurité de se dire, c'est une personne qui gère bien son argent, c'est une personne qui fait de l'épargne, c'est une personne qui ne vit pas au-dessus de ses moyens. Quelles sont ses charges par rapport à ses revenus aussi? Si vous voulez, nous, en tant que banquier, on va se poser sur le fonctionnement de votre compte. Qu'est-ce qui rentre en opération créditrice, votre salaire, vos revenus? Qu'est-ce qui en ressort? Quel loyer vous avez? Quelles sont vos charges? Comment vos comptes fonctionnent? Est-ce que vous faites de l'épargne comme Audrey l'a dit? C'est ça. Si vous commencez à nous dire mais non, mais j'ai rien, j'ai pas de préconsommation, tout va bien, en fait, sachez que nous, on va regarder vos relevés de compte. Et si on voit c'était LM, on vous connaît. Débité tous les mois, alors vous nous avez dit on n'a pas de crédit. Et puis les multi-organisés, on vous voit aussi. Vous avez le droit d'avoir plusieurs banques. Oui. Mais sachez que si vous voulez faire un prêt avec nous, on va vous demander vos relevés des autres banques. Oui, donc soyez le plus clair et le plus transparent possible avec le conseiller, parce qu'en soi, lui, il est là pour vous aider et pour faciliter du coup le processus de montage du prêt immobilier. Donc voilà, si vous avez plusieurs banques, dites-le. Si vous avez des prêts consommation, dites-le, parce que c'est pas interdit, vous pouvez faire les deux, avoir un prêt de consommation et faire une acquisition immobilière. Donc il n'y a aucun sujet sur ça. C'est ça. Merci à nos experts pour cette explication. Alors moi j'ai une question parce que j'ai tiqué sur quelque chose. Vous avez le droit de demander d'autres relevés de compte? Totalement. Non, j'ai rien dit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un prêt immobilier auprès d'une banque, elle doit tout savoir. Elle doit savoir vos revenus, elle doit savoir vos charges. Et si vous avez d'autres banques, elle doit savoir comment fonctionnent vos comptes dans les autres banques. Donc, si vous avez d'autres charges ou si vous êtes, à découvert dans d'autres banques, on doit le savoir. Et si on a des crédits aussi chez d'autres banques, elles doivent savoir. Surtout. En fait, en fonction des relevés de compte que vous allez fournir, on va regarder comment fonctionne le compte, est-ce qu'il fonctionne bien. Si vous avez des épargnes dans d'autres banques, on va vous demander les relevés de compte également des comptes épargne. Comme ça, on sait que vous avez potentiellement plus d'apports ou plus d'argent de côté. Si on voit des prélèvements, comme disait tout à l'heure Véronique, cet élève, Cofidis, même si c'est pas chez nous, si c'est ailleurs, on va vous demander pourquoi, à quoi ça correspond, et on va vous demander de le justifier. En fait, quand une banque vous prête pour un prêt immobilier, c'est généralement sur 25 ans, voire 15, 20 ou 25 ans, donc c'est vraiment très long. On a besoin de tout analyser et de savoir dans quoi on s'engage. En général, on vous prête quand même des sommes assez importantes, et c'est normal qu'on connaisse votre situation réelle. Oui, on va faire une étude sur la solvabilité de tous vos comptes. Et un prêt immobilier, c'est très réglementaire, donc on est obligé, si vous voulez, de savoir ce qui rentre, ce qui sort, vos charges et vos revenus.
D'accord. Donc, en gros, vous devez tout savoir. On doit tout On doit tout savoir. savoir. Et pour On ceux veut qui se décortiquer vos vies. c'est ça, ceux qui se disent non mais la banque ils veulent trop rentrer dans notre intimité. De ouf. Mais les gars, on voit votre salaire, on voit les pensions alimentaires que vous versez, on voit ce que vous payez à votre retraite, votre salaire, on voit on dire qu'on est déjà dans votre intimité. Non, mais après, on était ça m'est arrivé pour un de mes clients, hein. Oh là là, J'ai pris un peu, je voyais des grands OnlyFans et tout, j'étais en mode, monsieur, restez concentrés les gars. restez Waouh, funny fact de fou. Ah, je suis morte. Excellent. Ok. En vrai, plus sérieusement, la solvabilité, c'est hyper important. On est obligé de se concentrer dessus. Comme l'a dit tout à l'heure Véronique, et il y a un calcul à faire, en fait. C'est le taux d'endettement, en fait, c'est le ratio entre vos charges et vos ressources. Et c'est super important. Généralement, pour les banques, c'est 35%. Donc, du coup, ça équivaut, du coup, à 35% de votre salaire. C'est un tiers de vos revenus C'est ça. pour le prêt immobilier. On parle de revenu annuel ici. Alors, en fait, on peut calculer de deux Mensuel. façons. On peut calculer les deux C'est façons. aussi pour ça qu'on demande plusieurs documents. On peut vous demander vos derniers avis d'imposition, mais en général, sur l'année N-1. Ouais. Ça peut être représentatif, mais vous pouvez avoir évolué en termes de Oui. situation. On vous demande également vos 3 derniers bulletins de salaire et le dernier bulletin de salaire de l'année N-1. Oui, clairement. Et c'est une bonne question que tu as posée, Sandrine, parce que oui, on calcule vos revenus annuellement. Donc, on va prendre votre dernière acte d'imposition, les salaires nets déclarés divisés par 12. Ou alors, si votre situation a changé, vos 3 dernières fiches de paye, ou alors votre dernière fiche de paye de décembre N-1 Voilà. de l'année dernière. En fait, pourquoi parce que l'avis d'imposition est sur l'année N-2. Par exemple, là, nous sommes en 2024. Le dernier avis d'imposition Date de 2022. date de 2022. Tandis que votre dernier bulletin de salaire, celui de décembre, quand vous regardez bien, à la fin, il y a le cumul net imposable sur l'année. Ça veut dire que ça reprend bien les 12 mois de l'année 2023. Oui. Et nous, on va se baser, du coup, sur les revenus de l'année, si la situation n'a pas évolué. Si, par contre, vous avez vous avez eu une grosse augmentation, par exemple, 10 000 euros de plus sur votre salaire, là, on va se baser sur vos 3 derniers bulletins de salaire, faire une moyenne et le multiplier c'est ça. Et je te reprends ce qui est bien sur la dernière fiche de paye de décembre, c'est qu'on cumule tout. Il y a vos revenus, il y a vos prix, il y a vos augmentations de salaire. Tout se voit sur ce bulletin de paye. Parce que vous avez le cumul net imposable comme tu l'as dit. En fait, c'est important pour la banque de se baser sur les bons revenus. Nous, pour être juste dans notre calcul, et puis même pour vous, parce que faudrait pas que ce soit faussé. Si en 2022, vous touchez moins qu'en 2023, il est important quand même que vous connaissiez votre vrai taux d'endettement Oui, et votre salaire lissé sur 12 mois. C'est ça. Et pareil, au niveau des charges, on va faire très attention. Donc, les charges, on parle pas de facture EDF, on parle pas de la facture de téléphone. Nous, ce qu'on prend en charge fixe, ça va être votre loyer. Est-ce que vous avez un leasing? Est-ce que vous avez un crédit à la consommation? Exactement. Est-ce que vous avez une pension alimentaire vous avez aussi? des pensions? Donc, ça joue, ça, sur votre situation. Totalement. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, je voudrais pas m'éparpiller, mais pour revenir aux revenus, tout ce qui est versement CAF, par exemple, c'est pas pris en compte. Alors vous allez dire, oui, mais je touche ma CAF tous les mois, j'ai 500 euros, donc forcément... Tu fais préciser. Intéressant, je savais pas du tout. Ouais, parce que même si vous avez 500 euros de CAF tous les mois et que forcément, 500 euros de plus mensuellement, c'est énorme. Mais ce n'est pas un revenu. En fait, c'est une allocation que vous avez pour un but précis. Donc là, les 500 euros sont dans le but, par exemple, de s'occuper des enfants. Donc non, ça ne rentre pas dans vos revenus et non, on ne peut pas les prendre pour le calcul du D'accord, intéressant. Important du coup, excuse-moi, je te coupe, dans les revenus, alors admettons, donc t'es salarié lambda d'une entreprise, mais à côté, t'as un business dans l'entrepreneuriat qui te rapporte, mais qui est déclaré. Ça, on peut l'ajouter ou pas? Oui, totalement. Vous pouvez cumuler plusieurs sources de revenus. Et ça, c'est pris en compte pour la banque. Ouais, c'est pris en compte. Après, encore une fois, si c'est vraiment en auto-entrepreneur, par exemple, ou même en entreprise. Oui, en fait, ouais. Si je peux me permettre, je vais tout couper. C'est la phrase. Prends ta place. Si je peux vous couper, oui, à partir du moment où c'est déclaré, on prend toutes vos sources de revenus. On a parlé longuement du revenu CDI. Bien sûr, on prend en compte vos revenus entrepreneuriales si vous en avez, si c'est parfaitement déclaré. Et il y a aussi les revenus fonciers. Si ça se trouve, vous avez un bien immobilier qui vous apporte 800 euros par mois. Si c'est déclaré, bien évidemment, on va prendre en compte. De toutes les façons, on en a parlé dans la première vidéo quand tu disais que quand tu as acheté ton second bien, on a pris en compte le fait que ton premier était en locatif. Exactement. Et du coup, donc ça rentre dans la case revenus. Donc il y aura vos revenus fixes salariés, vos revenus entrepreneuriales et vos revenus fonciers. Bien sûr. Voilà, je me suis placée. J'aime trop l'expression. Merci à notre experte. Alors moi, j'ai un peu une question, je suis relou, je sais. Donc si j'ai un crédit à la consommation qui court, est-ce que je peux emprunter pour acheter ou pas?
Oui, tu peux totalement emprunter. À partir du moment où tu respectes ton taux d'endettement de 35% et que tu as un reste à vivre suffisant, généralement pour une personne seule, adulte, en banque, c'est minimum 700 € de reste à vivre. Tu peux totalement acheter. Ça va, je C'est t'en pris ai en compte dans l'enveloppe. Bah, honnêtement, on va pas te pénaliser si tu as, je sais pas, moi, un crédit à la consommation de 5 000 €, mais qu'à côté de ça, bah, tu as un très bon salaire, tu as de l'apport, je sais pas, tu as peut-être 20 000 € d'apport. Et au-delà de ça, ce crédit de consommation, peut-être que tu peux le rembourser en anticipé. Donc, Bien sûr. un crédit n'est pas pénalisant. Mais pas pénalisant. Après, il faut que ce soit cohérent avec la Oui, situation. tout à fait. Et on peut même faire des paliers sur les prêts immobiliers si tu as un crédit à la consommation. Par exemple, je vais donner un exemple, tu as un prêt à la consommation où tu rembourses 300 € par mois, tu veux emprunter, ton prêt à la consommation s'arrête dans 2 ans, on va te faire un premier palier où tu vas rembourser ton prêt à la consommation à 300 € et ton crédit immobilier, tu vas le rembourser à hauteur de 400 €. Et dès que ton crédit à la consommation sera terminé, bah, tu pourras rembourser entièrement ton prêt immobilier. Donc, du coup, tu vas passer de 400 € de mensualité à 900 € de mensualité. Donc, c'est un prêt à taille. Ça, exactement, ça ajuste en fonction de ta situation et c'est tout à fait possible de le mettre en place. N'allez pas courir faire des prêts conso, s'il vous plaît. Non. C'est pas ce qu'on a dit. On dit ça, mais bon, les prêts conso, des fois, ça dépanne. Hein. Ça peut servir, ça a une utilité. Ouais. Ouais, ça dépanne. Franchement, c'est ok, intéressant. Ok. Si ma situation est ok, je peux aller en agence IMO et directement choisir mon bien et bam 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 Doucement. Calm down, madame. Please, calm down. Il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, tu peux prendre rendez-vous avec ton conseiller pour connaître ta capacité d'emprunt. Parce que c'est quand même un calcul à faire. Oui. Donc, tu prends ton rendez-vous avec tous les documents qu'on a énoncés avant. Donc, les 3 derniers bulletins de salaire, le bulletin de salaire de l'année N-1, le dernier avis d'imposition, les tableaux d'amortissement en cas de crédit en cours, les relevés de compte des autres banques et tout autre document adapté à votre situation. Et là, le conseiller va faire une simulation pour te dire combien tu peux emprunter. Et à ce moment-là, tu sauras quel bien tu peux cibler. Oui, c'est indispensable avant de vous lancer dans un projet immobilier et de vous casser la... que après vous n'aurez pas le financement bancaire adéquat. Donc vraiment prenez le temps de prendre rendez-vous chez votre conseiller qui puisse calculer votre capacité d'emprunt, qui puisse s'ajuster par rapport à votre situation et que vous puissiez ensemble préparer l'apport. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'apport c'est hyper important. Après, j'ai quand même un petit disclaimer pour les gens qui veulent faire des simulations tous les mois. Il n'y a pas besoin. Oui. Vous prenez rendez-vous avec votre conseiller, il vous fait votre capacité d'emprunt une fois et c'est bon, le projet il peut changer 1000 fois, votre capacité d'emprunt sera la même. Et si vous avez eu une prime de 2 000 €, ben vous avez eu une prime, ça changera pas énormément votre capacité d'emprunt. Oui. Voilà. Après, la capacité d'emprunt reste la même, sauf s'il y a gros changement au niveau des taux, comme il y a eu dernièrement. Mais là, généralement, on est sur on stagne sur les taux. Sûr. Enfin, rien ne sert d'aller tous les 4 matins chez votre conseiller bancaire. Voilà. D'accord? Et ça sent le vécu, hein, je dis ça, mais ça sent le vécu, ça suffit. Un projet tous les jours, c'est bon, on a compris pas pour reprendre rendez-vous, vous avez une simulation, basez-vous dessus. Oui. Et pour revenir sur l'apport, donc comme on le disait, c'est très important d'avoir de l'apport. Sur notre dernière vidéo, on disait qu'en 2019, on avait acheté sans apport. Nous sommes en 2024, oubliez, s'il vous plaît. Allez pas voir votre conseiller en disant non, mais moi j'ai vu sur internet que je pouvais acheter sans apport. Non, c'est fini. Mais il faut combien d'apport concrètement? Honnêtement, alors en vrai, ça dépend des banques. Ça dépend des banques, ça dépend des projets, ça dépend des profils. Ça dépend de plein de choses, mais dans tous les cas, il faut savoir que tous les frais annexes, déjà, ils seront pour vous. Donc, quand vous faites un primo, vous avez des frais de notaire, sauf si c'est dans le neuf, mais au cas particulier, vous avez des frais de notaire, vous avez des frais de garantie, vous avez des frais de dossier. Oui. Ça, on n'y déroge pas. Frais de notaire avec environ 7,5% du prix du bien. C'est obligatoire. Frais de dossier en fonction des banques, mais tablés entre 500 et 1000 €, je dirais. Voire plus. Voilà. Ouais. Et frais de garantie. Généralement, ça dépend de la garantie, parce que vous avez la garantie hypothécaire et la garantie crédit logement. Et c'est à peu près 1% du montant de l'acquisition, mais encore une fois, ça dépend des banques. Mais là, les trois frais qu'elle vient de vous citer, Audrey, c'est obligatoire, ça doit faire partie de votre enveloppe apport. Voilà. Alright, donc première étape, j'analyse ma situation. Si elle est ok, mes comptes en banque sont ok, je peux me lancer chez un rendez-vous à la banque en étape 2 où j'analyse ma capacité d'emprunt. Une fois que j'ai ma capacité d'emprunt, c'est bon, je peux voir mon logement, l'acquérir. Oui, tu peux en soi. Vas-y, je te laisse y aller, moi je mange. Oui, tu peux te lancer dans ta recherche immobilière, faire tes rendez-vous avec l'agence immobilière ou le promoteur. Une fois que tu auras trouvé ton coup de cœur ou l'investissement idéal, tu pourras signer le fameux compromis de vente ou promesse d'achat ou promesse de vente, pardon. C'est un document qui officialise en fait ton projet d'acquisition, d'accord? Il se fait entre toi
le vendeur et le notaire qui vient sceller cet accord. cet accord. Ok. Après, si je peux me permettre, il faut faire attention et bien être sûr de son choix avant de signer ce fameux compromis. Oui. Il est engageant. Donc, à partir du moment où vous avez signé votre compromis, c'est que vous êtes sûr de votre capacité d'emprunt et vous êtes sûr de vouloir ce bien. C'est pas que vous avez vu 3 biens qui vous plaisent, dans le doute, je signe 3 compromis, ça ne se passe pas comme ça. Surtout pas, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce qu'il faut savoir que vous versez un séquestre. Exactement. Avant de parler de séquestre, effectivement, ne signez pas des compromis comme ça parce que ça vous engage. Après, lorsque vous signez un compromis de vente, vous avez 10 jours de rétractation. C'est vrai. Donc, si pendant ce délai de 10 jours, vous dites au final, ah non, je veux pas, je trouve un bien qui est plus intéressant ailleurs, vous pouvez totalement vous rétracter. Mais effectivement, dès que les 10 jours sont passés, vous êtes engagé et là, vous laissez un séquestre auprès du notaire. Qu'est-ce qu'un séquestre? Alors, le séquestre, c'est une somme que vous versez, donc qui reste sur le compte en banque du notaire et qui vous engage auprès du propriétaire du bien actuel. Et en général, c'est environ 10% de la somme Exactement. du bien. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir que sur un bien à 100 000 euros, vous versez quand même 10 000 euros. Oui. Après, ça se négocie. Ça se négocie. Ouais. Mais dans tous les cas, si vous décidez de revenir sur votre choix, donc déjà, il vous faudra des lettres de refus auprès des banques. Oui, en fait, le séquestre, effectivement, c'est entre 6 à 10% donc, du montant d'acquisition. Bien sûr, ça sera déduit de votre apport. Hein. C'est pas vous laissez 6% plus vous ajoutez votre apport. C'est bien évidemment déduit de votre apport si vous faites le virement au notaire. Après, effectivement, ça vous engage. Donc, préparez bien votre dossier pour le déposer à au moins 2 banques différentes. Donc, votre banque et une autre banque à côté pour avoir, 2 dossiers en cours. Parce qu'effectivement, si votre première banque ne vous suit pas, ça peut arriver pour pas mal de questions. Bien sûr. On vous donnera une lettre de refus. La lettre de refus, ça veut dire qu'on refuse le prêt immobilier et ça vous protège auprès du notaire. Ça vous permet de dire, voilà, ma banque ne m'a pas suivi, j'ai une première lettre de refus. Pareil, la deuxième banque ne m'a pas suivi, j'ai une seconde lettre de refus. Donc, du coup, je ne peux pas acheter. Et ça, en général, vous ne demande pas 3 des lettres de refus. Oui, c'est entre 2 et 3. En gros, il vous faudra à peu près 2 et 3 lettres de refus. Sachant que c'est pas si simple que ça de les obtenir, on vous conseille de bien réfléchir avant de signer un compromis. Oui. Dans la majorité des cas, ça se passe bien. Dans la majorité des cas, ça se passe bien. Après, ça arrive ça arrivait très souvent dernièrement que les prêts soient refusés. Mais en soi, si vous avez bien tout préparé, que vous avez tout fait en amont, vous donnez tout votre dossier à votre conseiller. Bien évidemment, vous allez beaucoup échanger avec votre conseiller. Et si le dossier est accordé, vous aurez la fameuse offre de prêt qui contractualise l'accord bancaire. Voilà, à partir du moment où vous avez votre offre de prêt, il faut savoir que vous avez un délai de réflexion de 10 jours et vous pouvez signer cette offre à partir du 11e jour. Donc là, ça veut dire que vous acceptez la proposition de votre banque. Donc si plusieurs banques vous suivent, forcément vous avez plusieurs offres de prêt et vous signez celle qui vous arrange et vous l'envoyez à votre notaire. Alors moi j'ai une question parce que, à part si j'ai mal suivi, le séquestre, ça fait partie des frais annexes que vous avez c'était le plus haut ou non, ça n'a rien à voir? Parce que vous aviez dit que la porte devait... Non, en fait, les séquestres ne sont pas des frais. En fait, le séquestre est comme une garantie auprès du propriétaire actuel, mais ça fait partie de votre apport. Donc, si vous dites à la banque, j'ai 10 000 euros d'apport, et que vous versez 6 000 euros au séquestre, par exemple, la banque va quand même garder en tête que vous avez les 10 000 euros d'apport. Bien sûr. D'accord. Voilà. Le séquestre, en fait, ne retire pas sur votre capacité, sur votre apport ou sur votre épargne. Et il y a pas mal de clients qui nous posent la question, qui nous disent, j'ai 20 000 euros d'apport, mais j'ai fait un virement de 6 000 euros au notaire, mais j'ai bien les 20 000 euros. Oui. Nous, on le sait. Enfin, on voit bien sur votre compte que vous avez fait un virement de 6 000 euros. Et bien sûr, on le prend en compte dans votre budget apport. On sait que c'est pour dans le cadre de votre compromis de vente. Pour le bloquer, pour le bloquer. En gros, c'est ça. D'accord, bien compris. C'est une partie de votre apport que vous envoyez directement au notaire, si vous voulez. Allez, c'est parti, les étapes en récap en danse. C'est parti. Les amis, étape 1, votre compte fonctionne bien. Tout va bien, il n'y a pas de découvert, il n'y a pas de c'était l'aime à gogo, il n'y a pas ça. Ok. Étape 2, tout va bien, donc je prends rendez-vous avec mon conseiller bancaire et je vois ma capacité d'emprunt. Yes. Étape 3, je fais mes recherches, je trouve un bien qui me plaît et j'ai mon compromis de vente dans la poche. Elle a trop bien suivi. Ouais. In the pocket. Je suis l'experte. Étape 4, vous avez l'offre de prêt, tout s'est bien passé, comme Audrey l'a dit, vous avez attendu les 11 jours avant de signer votre offre de prêt. Tout va bien. Par contre, à 11 jours. Ouais, faites bien attention parce que vous avez un délai maximum de 4 mois pour fixer votre rendez-vous chez le notaire. Parce qu'au bout de 4 mois, votre offre devient caduque. Donc, vous appelez bien votre notaire, vous fixez votre rendez-vous dès que vous avez votre offre. Et oui. Et voilà. Oui, moi j'ai eu le cas d'une cliente qui a acheté dans le neuf.
tout s'est bien passé, elle a eu ses offres de prêt, elle a signé ses offres de prêt à l'issue des 11 jours, sauf qu'elle n'a pas eu de rendez-vous chez le notaire. Parce que vous savez, dans le neuf, c'est un peu différent, enfin ça tarde un peu pour avoir son rendez-vous chez le notaire. Et elle n'a pas fait attention, elle a pensé que son offre de prêt était illimitée dans le temps, c'est bon, ma banque me suit, j'ai aucun sujet, je m'en fous. Sauf qu'en fait, elle est revenue nous voir au bout de 8 mois. En nous disant, c'est bon, j'ai enfin ma date de signature chez le notaire. Sauf qu'on lui a dit, mais madame, l'offre n'est plus valable. L'offre n'est plus valable. L'offre est caduque, en fait. C'est une offre de prêt, c'est écrit sur vos conditions. Vous devez signer vous devez signer sous 4 mois. À l'issue des 4 mois, si vous n'avez pas signé, ciao. Ça s'est passé comment? Oh my God. C'était la guerre. Parce qu'en fait, quand l'offre de prêt est caduque, tu dois relancer tout le dossier. Oui, non, mais c'est pour ça, avec la cliente, du coup, La cliente, elle ne le savait pas. Et en fait, elle disait, mais vous me l'avez en aucun cas dit, tu vois. On t'a pas dit, mais tu lui donnes ton offre, en fait. Mais c'est ça. Le truc, c'est que c'est écrit dans l'offre de prêt. J'aime trop les compressions. Ouais, mais le problème, c'est que plein de clients ne le savent pas. Ouais, pas mal de clients ne le savent pas. Et pour les conseillers bancaires, ça coule de source, tu vois, mais ça se fait pas. Enfin, pour les clients, ils le savent pas forcément. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, elle était en mode, mais je savais pas comment on peut faire et tout. On lui a dit, mais c'est trop tard. En plus, elle est tombée pile poil pendant la hausse et tout. Du coup, on a dû remonter tout le dossier. Au final, son promoteur ne la suivait plus non plus. Enfin, la vente est tombée totalement à l'eau. Donc, faites bien attention à ça. C'est 4 mois. Si vous voyez qu'au bout de 3 mois et demi, vous n'avez toujours pas le rendez-vous de signature, contactez votre banque, dites, voilà, j'ai pas mon rendez-vous. Est-ce qu'on peut proroger l'offre de prêt? Et là, bien sûr, on proroge l'offre de prêt sans problème. Proroger, ça veut dire qu'on rajoute du délai pour que votre offre soit toujours valable et que vous vous retrouviez pas dans cette situation. Exactement. Et c'est un délai de combien de temps, en principe? Je crois ça dépend des banques. Ouais, tu peux le proroger jusqu'à 2 fois, il me semble. Ouais, exactement, tu peux le proroger jusqu'à 2 fois. Ça rajoute 4 mois à chaque fois. Ça rajoute 4 mois à chaque fois, ouais. Ok, donc nota bene. Voilà. Très important. Nota bene. Donc après tout ça, vous n'avez pas eu besoin de proroger, votre offre n'est pas caduque, vous avez eu votre rendez-vous chez le notaire. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, vous signez votre acte authentique, vous avez la remise de vos clés, les gars. Ça y est, vous avez la remise. Je suis propriétaire. Vous êtes propriétaire. Oh my God. C'est ça. Et du coup, c'est tout. Après, vous appelez votre conseiller, vous dites, ça y est, j'ai signé. Enfin, c'est tout. Avant de passer chez le notaire, donc le notaire vous envoie quand même un document officiel à transmettre à votre banque qui est l'appel de fonds. Ouais. Il fait le décompte de tout ce que vous lui avez versé, de l'emprunt bancaire que la banque s'occupe de faire, du virement que la banque doit faire pour l'acquisition, pour verser les fonds, et pour l'acquisition immobilière. Cet appel de fonds, vous le transmettez à votre conseiller qui s'occupe généralement de tout. On prépare l'apport, on fait le virement au notaire et ensuite vous êtes propriétaire. Ouais. Faites bien attention à je dirais pas relancer, mais appelez bien votre conseiller quelques jours avant votre rendez-vous notaire pour s'assurer que le virement des fonds a été effectué. Quand vous arrivez devant le notaire, il va vérifier que les fonds sont bien arrivés sur le compte de dépôt et à partir de là, tout est OK. Oui, de toute façon, votre notaire va pas rigoler avec vous. C'est qu'il n'a pas les fonds dans les 3 jours, il va vous harceler, donc voilà. J'espère qu'on a été clair. Qu'on a bien détaillé les étapes. Je pense qu'on a tout dit. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires, comme vous l'avez très bien fait dans la première vidéo. Oui. D'ailleurs, on a retenu quelques sujets. Ouais, merci. Continuez sur les idées, continuez. Ouais. Et puis voilà, Véro, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense qu'on a été très clair. On reviendra avec plein d'autres vidéos sur les différentes recommandations qu'on nous a faites. C'est ça. Voilà. Et puis on vous dit à bientôt. Bye bye. Beijinho.